Le printemps est là, enfin disons qu'il est en train d'arriver. Et avec lui se présente à nous le Festival Normandie Impressionniste édition 2013. Les amoureux de l'art et de la peinture vont être comblés. Enfin moi je me sens tout petit pour parler de ça. Alors pour vous présenter cette émission, j'ai convoqué un ami peintre du siècle dernier, le genre de type qui n'arrête pas de se parler à lui-même, un vrai personnage. Écoutez-le. Mais qu'est-ce que je fais là? Oh non, c'est raté. C'est pas possible, c'est bourré de reflets, puis ces couleurs qui bavent. Y a rien de net là-dedans. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je vais jamais pouvoir présenter ça au salon à Paris. Ça, y a pas de danger que ça fasse un mouvement. On va me refuser. Mais pourquoi j'ai voulu aller peindre dehors? Ça m'apprendra à me disputer avec Violaine juste avant d'aller travailler. Moi, j'aurais préféré aller au bal. Il paraît qu'il va y en avoir tout l'été. Puis on aurait pu aller déjeuner sur l'herbe avec Violaine. On aurait même pu faire un atelier avec les enfants Monet Hochdé. Dans un siècle, on appellera sûrement ça du participatif. Enfin, est-ce que ça fera un festival? M'étonnerait. C'est pas demain qu'on va entrer mon bon Claude et sa Normandie au musée. Je ne suis pas sûr que notre ami soit très clairvoyant sur ce coup-là. Enfin bon. Et puis, on allait oublier. Comme d'habitude, vous allez retrouver un clip tout frais, tout neuf, concocté exprès pour vous par nos équipes. Il s'agira du groupe Anya. C'est beau ce fleuve. En plus, il n'y a presque pas de vent. Et puis on est mieux ici, à la campagne, loin de la ville. Pas d'usine, pas de bruit de charrette, le calme quoi. Le bonheur. Bonsoir et bienvenue ici au Moulin d'Andé, dans le département de l'Eure, pour un numéro un peu spécial d'Enquête de région, les bords de Seine, un lieu bucolique pour parler impressionnisme à l'occasion d'un festival qui va durer tout l'été dans toute la Normandie. C'est bien sûr la deuxième édition de Normandie Impressionnisme et pour en parler, nous avons choisi de s'intéresser au thème cette année, c'est l'eau, un élément si cher à Claude Monet. Pour en parler, trois conservateurs nous ont rejoints. Patrick Ramade, conservateur du musée des Beaux-Arts de Caen, son homologue au musée des Beaux-Arts de Rouen, Sylvain Amic, et puis Marina Ferretti pour le musée des impressionnismes à Giverny. Mais vous aussi, vous avez été rejoint par un de nos invités. Grégory, vous n'êtes pas seul parce que sur cette émission, on a choisi d'allier impressionnisme et gastronomie. Oui, il s'appelle Lucas, c'est le second de cuisine de David Gurn. David Gurn, c'est ce chef allemand installé au manoir de Rétival à Côte-Bec-en-Caux. Et vous, Lucas, vous allez relever un défi pendant cette émission, c'est de nous concocter un menu typiquement impressionniste avec amuse-gueule, entrée, plat, dessert et éventuellement le digestif, non, si vous êtes d'accord? Peut-être. On verra. Plus sérieusement, quels sont les ingrédients que vous avez sélectionnés pour vous? Bon, j'ai choisi glace au foie gras avec des popcorn des Amarantes. En entrée, une thon snackée de l'Atlantique, une pastèque grillée et des glaces au basilic. Et en plat, j'ai fait une carrelée avec des escargots et une purée de l'ail. Et à la fin, pour dessert, le praliné à la maison. Et comme on dit en allemand, viel Glück. Dankeschön. Bitte schön. L'impressionnisme ne serait pas ce courant majeur sans l'eau, un motif récurrent dans les œuvres des maîtres. C'est d'ailleurs le thème de ce festival, Émilie vous l'a dit. L'eau, un élément d'une puissance artistique inouïe, n'est-ce pas, Guénaël Louis? Au milieu du 19e siècle, Paris découvre les bienfaits de l'eau de mer. Le chemin de fer rapproche la capitale du littoral normand. Les stations balnéaires fleurissent et une société de loisirs et de détente naît au bord de l'eau. La mer est un spectacle. On vient se retrouver entre soi pour refaire ce qu'on faisait un peu à Paris. Ce sont les mêmes divertissements. C'est un peu Paris qui se déplace sur les stations parfois nouvellement créées du bord de mer normand. Et puis surtout, on aime se promener au bord de la mer, voir la mer et être vu en train de se promener au bord de la mer, d'où la construction des promenades, des digues, qui permettent aussi de dominer cet élément, d'être en mesure d'apprécier un soleil couchant, mais aussi parfois des temps un peu plus incertains que l'on connaît en Normandie.
Les peintres, eux aussi, participent à ce mouvement. Certains l'ont même devancé. C'est le cas d'Eugène Boudin. Le paysagiste normand fait découvrir la peinture sur le terrain à son jeune élève de 17 ans, Claude Monet, qui écrit. Sur les instances de Boudin, j'acceptais d'aller travailler en plein air avec lui. Nous voilà partis sans grande conviction de ma part. Boudin installe son chevalet et se met au travail. Je le regarde avec quelque appréhension. Puis ce fut tout à coup comme un voile qui se déchire. J'avais compris, j'avais saisi ce que pouvait être la peinture. Ma destinée de peintre s'était ouverte. Monet s'installe ainsi sur la plage et peint cette société en pleine mutation. On retrouve même des grains de sable sur certaines de ses toiles. Claude Monet rend compte de tout ce qui a changé au bord de la mer, c'est-à-dire la construction des hôtels, les promenades. Jusqu'à alors, les plages étaient des endroits sauvages. Et tout d'un coup, la ville s'y transporte avec toute cette société mondaine qui passe très rapidement, en quelques heures, avec le train, des grands boulevards parisiens au boulevard de promenade au bord de mer, ici, l'hôtel des Roches Noires à Trouville. Les promenades étant libres, il s'en inspire pour ce tableau, en effet, qui est un des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, où l'on sent essentiellement par la touche, par le jeu des couleurs, des drapeaux, qui ont un rôle très important. Les drapeaux qu'on retrouve dans un grand nombre de tableaux de l'exposition, qui sont la façon pour un peintre de matérialiser, de donner la sensation du vent, de l'air marin. Et là, il en joue pleinement, avec cette touche très rapide. Très mobile aussi. On a vraiment l'impression de se trouver face aux embruns, face à la mer et en face d'un paysage bien normand. L'impression, le mot est lâché, car c'est bien ce que viennent chercher ces peintres au bord de l'eau. Loin des ateliers et des poses académiques, ils traquent l'instantané, le naturel. Ils vont vite se détacher des foules pour des scènes plus intimes. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si Eugène Boudin avoue. Je me sens honteux de peindre la paresse désœuvrée de cette bande de parasites dorés qui ont l'air si triomphants. Il ajoute. C'est moins ce monde que l'élément qui l'entoure que nous reproduisons. Quand ils sont à Paris, ils peignent la Seine, et quand ils vont venir ici, c'est la mer, c'est les vagues. L'eau, c'est quelque chose de fugace, d'éphémère, c'est ces symboles-là qui les intéressent. Et finalement, tout le reste, ce ne sont que des prétextes, puisque eux, ce qui les passionne profondément, c'est effectivement les effets de lumière, et cette lumière extraordinairement changeante, ici, chez nous, en Normandie. Tiffine est une digne héritière de cette révolution artistique. Comme Monet, Manet ou Renoir, elle a choisi l'eau comme élément majeur pour ses dialogues incessants avec le ciel. Son atelier est là, face à la mer. Je trouvais que c'était pas mal comme vue et plus confortable. Je peins de mémoire ce que je viens de voir. C'est instantané. La lumière que vous voyez, elle est unique, elle ne se reproduira jamais. 5 minutes avant, il n'y en avait pas. 5 minutes après, c'est différent. Ces petites notes de peinture, ces impressions, ces instantanés vont choquer effectivement et la bonne société et les premiers critiques d'art. Donc ils sont obligés, puisque refusés dans les salons officiels, de créer leur propre salon. Et quand ils sont invités chez Nadar en 1874, c'est vraiment une assemblée de peintres rejetés par tout ce qu'il y a d'officiel à Paris en particulier. Il faut une grande dose de courage pour tenir le pinceau, par ce temps d'abandon et d'indifférence. Écrit Renoir à un ami. Mais ce courage, les impressionnistes l'ont. Audacieux, ils vont même très vite abandonner toute contrainte académique, notamment sur les nus.
toutes les grandes révolutions artistiques, elles passent par le corps. De la Renaissance jusqu'à Andy Warhol ou Keith Haring, on retrouve toujours le corps. Il faut s'attendre aussi à ce que l'impressionnisme utilise justement ce corps dans la révolution qu'il va opérer. Et ce tableau de Renoir, qui date de 1869, est vraiment un tableau charnière entre la tradition et la modernité. Lise Tréhaut est la maîtresse de Renoir. Le peintre la représente en déesse aquatique. Une couronne de laurier apporte la caution antique indispensable à l'époque. Mais le modèle ne sent pas l'atelier. Regardez son regard, son sourire mutin, son corps un rien provocateur, sensuel, vivant. La révolution est en marche. Sur le sable et dans l'eau, les corps se dénudent. Le spectacle est là, sous les yeux des peintres. Renoir, très vite, s'attache à son thème de prédilection, les jeunes baigneuses, et se consacre presque exclusivement à ce qu'il appelle ses nymphes. Il y a la volonté d'être naturel, d'être conforme à la lumière exacte qui vient frapper ce jeune corps qui sort de l'eau. Et c'est cette sensation, cette impression qui est au centre de la création du tableau. Et ça, c'est vraiment complètement nouveau. Après 1880, les impressionnistes se dispersent. Renoir s'installe à Cagnes, Cézanne à Aix, Manet à Argenteuil et Monet prend sa retraite à Giverny. Mais la côte normande peut être considérée comme le premier et le plus bel atelier de certains de ces peintres qui s'y sont révélés. Et les tableaux sur le littoral normand, devenus célèbres par la suite, sont devenus de formidables ambassadeurs de la région à travers le monde. Voilà l'eau où les peintres puisent leur inspiration. C'est un thème très important, c'est un puits sans fond. Et qui dit eau, bien sûr, dit forcément onde, reflet. C'est là que ça devient très très intéressant, Sylvain Amic. Oui, parce que vous savez, le premier voyage que Monet et Basile accomplissent en Normandie, à Sainte-Adresse, ils ne vont de Paris jusqu'à la Normandie, ils n'y vont pas en train, ils y vont en bateau, avec sur la Seine, ils font tout le trajet, ils s'arrêtent à Rouen d'ailleurs, et ensuite ils vont revenir en train. C'est vraiment le passage d'un moyen de transport à un autre. Et puis surtout, du début de l'aventure impressionniste, avec par exemple le tableau du Havre, Impression Soleil Levant, jusqu'à la fin avec les Nymphéas, Monet se consacre tout le temps à l'étude de l'eau et de ses reflets. Pourquoi les reflets? Parce que c'est un lieu de l'invention et de la modernité. Il n'a aucune contrainte quand il peint des reflets. Il peut peindre libre. Et on voit bien que c'est ce qui l'intéresse en priorité dans les sites qu'il élit, sur lesquels il élit domicile, tout au long de la Seine, tout au long de sa vie. Et finalement, on s'aperçoit que quand il peint les Nymphéas à la fin de sa carrière, eh bien, il ne retient que cet élément liquide, il ne retient que la lumière, les reflets, l'eau, et qu'il y a une sorte de dissolution du peintre dans son motif qu'il a occupé toute sa vie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il peint l'instantanéité, et ça, c'est plutôt nouveau à l'époque, et puis ça suscite aussi la polémique, hein, Marina. Non seulement c'est nouveau, mais c'est un véritable défi parce que les couleurs et les lumières changent tellement rapidement que, en fait, l'objectif des peintres impressionnistes, c'est de maintenir une impression de spontanéité. Mais il est impossible de capter véritablement sur le motif une lumière, un effet de lumière, un effet de couleur, le mouvement de l'eau, tout ça, ça passe avec une telle vitesse. Donc tout l'art des impressionnistes, ça va être de rendre cette impression de spontanéité. Mais nous savons très bien que Monet avait un immense atelier, puis un autre encore plus grand, et puis un troisième encore plus grand. Et donc la première impression est captée sur le motif. Ensuite, il y a tout un travail très raffiné, c'est toute la différence, je dirais, entre les peintres impressionnistes et les peintres du dimanche qui vraiment travaillent sur le 1, c'est qu'il y a vraiment toute une appréhension. L'idée, c'est comme au XVIIIe siècle, de garder ce mouvement, ce dynamisme, cette fluidité vivant sur la toile. Et puis il y a aussi une révolution matérielle. Hein. Maintenant, on peut peindre à l'extérieur. Il y a même des bateaux ateliers. C'est aussi l'apparition de la peinture en tube. Ça change tout, ça, Patrick Ramade? Oui, bien sûr, des progrès techniques qui font qu'on n'est plus obligé de préparer ces couleurs en atelier. Au fur et à mesure, on peut emporter des petits tubes. On peut aussi utiliser ce qu'on a appelé à l'époque les boîtes à pouces, c'est-à-dire des petites boîtes où on met la palette, les tubes, les pinceaux et puis les petites planches de bois. Et sur ce matériau standard, on peut se déplacer, être sur le motif
et travailler complètement. C'est comme ça que Seurat, par exemple, a mis au point ces deux grands chefs-d'œuvre, La Grande Jatte et Un après-midi à Asnières, et a permis de bien préparer sur le motif d'après l'observation ces grands chefs-d'œuvre qui malheureusement ne seront pas dans nos expositions parce qu'on ne peut plus les emprunter. Alors on va parler du montage des expositions. Comment vous avez sélectionné vos œuvres ? Ouais, c'est une vaste quête. On a d'abord un scénario, chacun écrit un concept d'exposition et ensuite prend son bâton de pèlerin et va convaincre ses collègues dans le monde entier de prêter ces chefs-d'œuvre qui sortent peu et nous l'avons fait ensemble. On est allé ensemble à New York au Metropolitan Museum plaider notre cause ou dans d'autres endroits. Donc c'est une sorte de quête. Mais au départ, il faut un projet, il faut un vrai scénario parce que ces expositions, c'est pas simplement une réunion d'œuvres, il y a un propos qui est sous-jacent et c'est surtout ça qui convainc nos interlocuteurs. Il y a eu une concertation entre vous, Marina ? Pas vraiment. On a eu d'emblée des projets vraiment indépendants les uns des autres et une concertation, on se voit souvent et on se donne des nouvelles de l'évolution du projet, mais il n'y a pas eu une stratégie commune adoptée plutôt pour nos listes idéales. On y était chacun très librement et on a suivi notre chemin indépendamment les uns des autres. Alors j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais pourquoi les nymphéas sont exposés au musée des Beaux-Arts à Rouen et pas à Giverny ? C'est tout simplement parce que Signac n'a pas peint de nymphéa et que Marina fait une expo Signac, c'est très simple. Et nous faisions une exposition autour du thème du reflet. Et c'est vrai que le nymphéa chez Monet, c'est avant tout une étude du reflet. On le montre très bien dans l'exposition, comment il évacue petit à petit tout le réel. La ligne d'horizon monte. Et petit à petit, il n'y a plus que le reflet qui l'intéresse, comme si finalement il retrouvait dans cet élément liquide l'élément de la peinture, c'est-à-dire la lumière, les couleurs, la fluidité. Tout ça, c'est son élément. Il s'y confond à la fin de sa vie. C'est la quête de toute une vie et aussi le résumé de toute sa science de peintre. Alors vous, Patrick Ramade, c'est plutôt la mer. Oui, nous, si vous voulez, on est parti de l'idée que les impressionnistes aiment la modernité. La grande révolution, c'est de prendre leur sujet, non plus dans les livres ou dans l'histoire, mais dans la modernité, dans le réel. Et l'un des grands phénomènes modernes de cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est l'émergence des villes balnéaires, des séjours au bord de la mer. Et naturellement, je dirais, les peintres, en tout cas la plupart des impressionnistes, accompagnent ce mouvement. Ils se retrouvent sur la plage avec leurs chevalets, leurs palettes. Et puis il y avait aussi un deuxième aspect qui nous intéresse dans l'exposition, c'est de traiter le corps. Alors là, c'est une façon pour eux de s'inscrire dans l'histoire de l'art, en traitant le corps. Et ce corps, on le trouve aussi en train de faire du sport, sur les bateaux, sur les plages, dans l'eau. Et ces scènes qui, pour nous, sont d'une banalité extrême, étaient à l'époque véritablement exotiques. Donc, sans parler de Gauguin qui ira poursuivre sa quête jusqu'au Pacifique, mais déjà au bord de la Manche, là, à 4 heures de train de Paris, on est dans des conditions vraiment exotiques qui vont vraiment stimuler des gens comme Boudin, bien sûr, mais aussi Monet, Manet, Degas, Gauguin, etc. Alors j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous avez rêvé d'exposer, mais que vous n'avez pas eue ? Vous savez, à la fin, quand on a préparé une exposition, on a eu beaucoup de désirs, on a aussi su s'adapter à la réalité. Et quand l'exposition ouvre, en général, il y a un équilibre qui s'est trouvé, qui est parfait, on n'a plus de regrets. Évidemment, quand on revient sur nos lettres, nos désirs initiaux, on peut se dire, oui, on aurait eu peut-être, par exemple, Impression Soleil Levant ou d'autres œuvres célèbres, mais en fait, l'exposition s'est construite autrement, sans elle, et il y a un propos qui est tenu, il y a un parcours, il y a toute une scénographie dans laquelle elles ne trouvent plus leur place. Eh bien, je vous remercie. On va tout de suite déguster les amuse-bouches impressionnistes et impressionnantes de Luca. Luca, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? C'est notre glace au foie gras avec des pop-corn des Amarantes. Eh bien, bon appétit, messieurs, dames. On va se servir tout de suite. Et pendant ce temps-là, on va faire une petite pause digestive et regarder un clip d'un groupe régional. C'est ce soir Anya, Maestro, la musique. Je t'ai délicatement
C'est bien la paix de la nature, mais ça me rend un peu trop doux. J'ai envie de voir des gens. Oh ben là, il y a du monde par ici. Ils sont drôlement habillés, ceux-là. Il doit se passer quelque chose. Mon bon François, ignore-les et fais comme si tu étais tout seul. Finalement, c'est le principe même de ce festival, c'est de faire participer le public. C'est ce que viendra nous dire justement Françoise Godin. C'est elle qui vend le festival Normandie impressionniste à travers le monde. Et puis, nous replongerons dans cette époque, dans cette ambiance des bals guinguettes, des déjeuners sur l'herbe avec l'association Au Temps du Quadrille. C'est Christine qui viendra nous en parler. Elle sera accompagnée de Claire Joyce, passionnée des jardins, mais aussi de la cuisine de Claude Monet. Ce festival, il se veut donc participatif, mais aussi utile, à l'image de La Source qui a choisi de faire travailler des artistes avec une 60aine d'enfants à la création d'une scène mobile qui se baladera dans toute la Normandie et ce durant tout l'été pour proposer au public des pièces de théâtre, des spectacles, des concerts. Ronan Thésaurière et Stéphane Lotte ont assisté aux préparatifs, c'était il y a quelques semaines. Là t'as mis le blanc donc tu peux passer à la couleur. Celui-là il est fini. Ouais. Il est tout fini. Bon, alors celui-là, on va le mettre de côté. Claire encadre les enfants, mais le patron, c'est Richard Di Rosa. Ce peintre et sculpteur joue les Pygmalions pour Artistes en herbe. Tu veux quoi? Ça, je mélange avec ça. Et ça va faire du bleu ciel. Voilà, tu la tires bien, la peinture, voilà. Et tu fais les côtés. T'as vu ce que je t'avais expliqué? Mettre des petites cales en dessous. Comme ça le surélève et quand tu peins, tu touches pas la table. On essaye d'inculquer tout et il y a du boulot parce que c'est vrai que c'est des mômes et donc j'essaye vraiment tout. Mais par contre, là c'est vrai que franchement, je vais vous dire un truc, on n'a pas parlé de Duchamp cette semaine. Je sais que ça marche parce qu'il y a des petits que j'ai eus il y a 12 ans, je l'ai vu 7-8 ans après. Ils étaient inspecteurs des impôts, pompiers, enfin, et ils me disaient merci, ça leur avait ouvert, voilà, un petit truc quoi, un petit chemin. C'est quoi l'histoire que vous racontez avec ce que vous peignez? C'est un monstre, c'est transformé en triangle et il a un chapeau sur la tête. Et vous savez où il va finir ce monstre? Sur le camion derrière nous. Et alors, Normandie impressionniste, vous savez ce que c'est? Tu t'entraînes et puis après tu passes au papillon? C'est parce que je m'entraîne pour les grandes plaques. Ils ont conscience de l'aspect plus grand du projet, de justement la scène, le théâtre mobile? Pour certains, oui, parce qu'ils ont déjà participé à des ateliers qui avaient lieu précédemment aux précédentes vacances, lors des précédentes vacances. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que ça leur demande de se projeter et d'imaginer ce que la scène peut être avec tous les décors fixés. Sacha, lui, a bien fixé l'avenir de ses travaux dirigés. Alors ça, en fait, c'est des bâches qu'ils ont fait dans des anciens ateliers. Et puis, il y a un camion là-bas. Et bien ça, on mettrait sur les roues du camion pour pas qu'on voie les roues, enfin sur toute la partie là où il y a les roues. Au total, il aura fallu 8 semaines d'atelier pour finaliser les décors de la scène mobile. Ce que les enfants aiment bien, c'est tous ces projets qui sortent un peu des tailles, c'est vraiment des tailles ordinaires, enfin, on va dire d'un format. Donc c'est vraiment de réaliser avec l'artiste une œuvre à part entière. Tout l'été, il y aura donc un peu de Jason, Éléonore, Robin ou Louis sur tous les chemins de la Normandie. Impressionnés. Voilà, c'est un festival, on le disait, participatif. 1 million de visiteurs pour la première édition. Va falloir faire très fort pour la deuxième. Françoise, d'autant qu'il n'y a pas la grande locomotive de l'expo au Grand Palais à Paris cette fois-là. Alors, en 2010, on avait 250 projets. En 2013, on a 700 projets. Donc on peut déjà dire qu'on aura plusieurs lieux pour que les gens puissent venir sur le festival. Autant en Haute qu'en Basse? Autant en Haute qu'en Basse, je suis toujours sur les deux régions.
Et puis, on a 5 grandes expositions, dont 3 qui sont coproduites avec la Réunion des musées nationaux. Ça, c'est ce qu'on a aussi. On avait une exigence de qualité. Donc, c'est Rouen, Le Havre et Caen. Et puis 2 très belles expositions qui ne sont pas coproduites RMN, Réunion des musées nationaux, et qui sont Giverny avec Signac et Hiramatsu. Alors là, on parle des musées, mais l'intérêt aussi, c'est de faire participer le grand public. Le grand public, est-ce que c'est toujours facile à faire, justement ? Alors oui, parce qu'en fait, c'est un festival qui est pluridisciplinaire. Il a l'opportunité d'aller dans tous les domaines culturels, que ce soit le théâtre, la danse, les arts contemporains, les musées, et aussi, bien entendu, toute la partie festive, puisqu'on aura beaucoup de déjeuners sur l'herbe et de guinguettes. On se souvient du très grand tableau, notamment. Voilà. Est-ce qu'il y aura la même chose cette fois ? Non, mais il y aura des reconstitutions de scénettes, et notamment des bains de mer. On en aura à Granville, par exemple, des reconstitutions de bains de mer, aussi sur l'illumination de Cabourg. On aura aussi des scénettes un peu dans toutes les 2 Normandies, aussi des reconstitutions de scénettes de fêtes de pêcheurs de l'époque, enfin diverses animations. Et combien ça coûte d'organiser un festival de cette ampleur? Et au-delà de ça, quelles seront les retombées pour la Haute et la Basse Normandie? Alors, le festival coûte 5,5 millions. Il est abondé par tous les financements de ce qu'on appelle, nous, les membres fondateurs, c'est-à-dire les 2 régions Haute et Basse Normandie, les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et le Conseil général du Calvados, les villes de Rouen, Caen et Le Havre, et puis une trentaine de villes adhérentes. Donc ça, c'est ce qui fait le festival, plus nos partenaires financiers. Et puis c'est une image aussi, hein, oui, auprès des étrangers notamment. Oui, puisqu'en fait le festival 2010 a permis d'ancrer le festival, puisque avec le festival 2010, on a bien vu que les 2 Normandies étaient le berceau de l'impressionnisme. Donc ça, on a assis le festival, et avec la 2e édition, on l'a thématisé, on l'a faite sur l'eau, ce qui est quand même, on a la Manche, l'Orne et puis la Seine. Émilie, il y a des gens costumés qui dansent là-bas, c'est qui? Oui. Alors ça, c'est une idée d'Olivier. Olivier, c'est la petite voix qu'on entend depuis le début de cette émission. En même temps, c'est une bonne idée parce que ça nous permet de replonger justement à cette époque, celle des déjeuners sur l'herbe, des bals guinguettes qui vous plaisent tant. Christine, racontez-nous, vous reproduisez justement des tableaux de cette époque. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ça? La passion de l'histoire. De la danse. Des costumes que vous avez fait vous-même d'ailleurs. Voilà, donc nous faisons nos robes. Et puis en plus, nous dansons pour le plaisir de faire découvrir au public toutes ces danses qui ont été oubliées. Mais pourquoi cette époque-là? Pourquoi celle-ci en particulier? Parce qu'elle est colorée, beaucoup de couleurs, la Seine. Et que le but, c'est aussi que le grand public vienne se joindre à vous. Est-ce que c'est simple de l'attirer? C'est pas toujours facile. Ouais. Mais grâce à vous, on peut arriver à faire attirer le public vers nous. Émilie, pendant que Lucas apporte une touche finale à son entrée, on va s'intéresser à l'univers gastronomique de Claude Monet. Claire Joyce, qu'est-ce qu'il aimait avoir dans son assiette, le maître? Des choses délicieuses d'abord, et beaucoup de choses très... il ne faut pas oublier que Monet était quelqu'un de très curieux de tout. Il avait un potager d'1 hectare, et dans ce potager, on essayait tout. Et il avait une curiosité automatique, systématique, si vous voulez, de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il imaginait. Et je vais peut-être vous surprendre, mais il avait une passion pour la cuisine anglaise. Ah tiens. Ah voilà. Et alors, il aurait dû écrire un livre, d'ailleurs, lui-même, sur un guide sur le Londres gastronomique. À Giverny, on servait des Yorkshire puddings systématiquement avec un gigot, des choses comme ça. Et son petit déjeuner était, par exemple, une espèce de comment dit-on, une collection de souvenirs de petits déjeuners de partout, de Hollande, d'Angleterre, de France, etc. Il était curieux, il avait un palais curieux. Et voilà. Il y avait tout un cérémonial autour de la salade. On ne touchait pas à la salade de Claude Monet. Non. Et alors en plus, on lui apportait le saladier et il mettait mais vraiment une tonne de poivre juste concassé.
Et puis, personne d'autre. Les autres ne pouvaient pas manger cette salade avec lui, parce qu'elle était tellement forte, tellement poivrée. Alors on va demander à Luca d'envoyer son entrée, il va arriver là. Voilà. Vous allez déguster un plat à base de thon. Et pendant que vous allez le déguster, moi je vous précise que dans quelques instants, on va recevoir Jérôme Clément, le commissaire général du festival, et Véronique Souben, la directrice du Fonds d'art contemporain en Haute-Normandie. Servez-vous. Tenez, une question, est-ce que ce plat à base de thon, Monet l'aurait apprécié? Ça, évidemment, d'abord esthétiquement, et en plus de ça, comme il était absolument curieux de tout, mais vraiment, je crois qu'il n'aurait pas pu résister. Non, ça je suis persuadée. Eh bien, régalez-vous, mesdames. Allez-y. Ça alors. Un garçon bien élevé fait toujours le service. Alors dans ce plat, il y a thon. La soupe basilic, thon Ah. atlantique. C'est quoi cette chose? Bizarre. J'espère que l'art ne ressemblera pas à ça dans le futur. Moi, j'y comprends rien. Explication, François, cette année, le festival s'ouvre aux arts actuels, aux arts contemporains, n'est-ce pas, Émilie? Oui, on va en parler justement avec Véronique Souben et avec Jérôme Clément. Vous étiez là, vous, Jérôme Clément, lors de la première édition de ce festival Normandie impressionniste. Cette année, vous êtes le commissaire général. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rempiler? Qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir dans l'aventure? La dernière fois, j'étais président du conseil scientifique. Ouais. Je vous corrige un petit peu parce qu'il y avait déjà de l'art contemporain la dernière fois. On avait organisé, c'était à mon initiative d'ailleurs, une exposition de vidéastes qui avait été présentée à Rouen, si je me souviens bien, dans les locaux du conseil général, où on avait montré un travail de vidéastes. Il y avait en particulier une très belle vidéo du tableau de la Croix de la Liberté guidant leurs pas, qui était mis dans une... Bon, enfin bref, en tout cas, ça m'avait beaucoup intéressé de faire ça la dernière fois, à cause de l'ampleur du sujet et de justement la possibilité de jouer avec tous ces peintres et tous ces arts aussi, pas seulement la peinture. Et voilà, ça a été un grand succès. Quand on a commencé, on savait un peu tout ce que ça donnerait. 1 million de visiteurs quand même. 1 million de visiteurs, une image très forte. Et donc, Laurent Fabius a décidé d'en faire une deuxième édition, la deuxième fois. Et il m'a proposé d'être commissaire général, ce que j'ai accepté volontiers, puisque Jacquelin ne voulait pas continuer, qui était le précédent commissaire général. Et j'ai dit oui avec enthousiasme. Alors vous parliez justement d'art contemporain, et je sais que ça vous intéresse, je sais que ça vous tient à cœur, et on va revenir justement sur cette interaction qu'il peut y avoir dans ce festival entre impressionnisme et art contemporain, ou quand l'impressionnisme inspire l'art contemporain. C'est un sujet auquel Greg s'est intéressé. C'est parti. C'est joli cet endroit. On se croirait dans une église. Oh, ça me dit quelque chose. J'ai déjà dû venir ici. Grégory, on est où? Voyons Olivier, on est ici dans le parc de l'abbaye de Jumièges avec 2 expositions temporaires, l'une qui s'intitule L'eau et les rêves et qui est consacrée aux arts visuels, et puis la seconde s'intitule Jumièges à ciel ouvert, et c'est un hommage à l'art contemporain environnemental, autrement dit le land art. Oh, il pleut encore, foutu Normandie. Eh bien justement, vous Grégory, vous allez vous intéresser au land art. Le thème principal c'est l'eau, et on voit ici les boucles de la Seine. Dominique Bailly, oui, a joué la cartographe la plus scientifique qui soit, puisqu'elle nous a reproduit la Seine depuis l'amont de Rouen jusqu'à la mer, jusqu'au rivage de la mer. Et elle, avec du granulat de marbre vert, elle a reproduit au décimètre près les dessins, les boucles de la Seine. Vous voyez que la Seine ici va plonger dans les ruines de l'abbaye, tant il est vrai que la vie de l'abbaye était extrêmement liée au fleuve. C'est par là qu'arrivait l'alimentaire. Les moines avaient reçu le droit de pêche au port de Jumièges. Les visiteurs, ils peuvent se balader sur les boucles? Alors là, c'est tout à fait intéressant. En termes de conservation, ils n'ont pas le droit, mais c'est tellement beau, quelque part, de voir cette appropriation de l'œuvre. C'est après tout une sculpture promenade, nous dit Dominique Bailly. Et les gens déambulent sur le marbre vert, mon Dieu, pourquoi pas. Alors si j'ai bien compris, le land art et l'impressionnisme, c'est finalement le même combat. Je ne suis pas contre cette interprétation, ma foi, puisque les deux sont à la recherche de l'extérieur, des sensations, des sens que la nature nous permet. Il est vrai que les land artistes, entre guillemets, avec cet art contemporain,
facteurs environnementaux sont en extérieur, tout à fait. Merci beaucoup. On parlait d'impressionnisme, cette œuvre-là me fait vraiment une drôle d'impression à moi. Je suis bien d'accord avec vous. On est ici, avec l'œuvre de Chris Drury, devant un véritable tableau impressionniste. On ressent bien cette vapeur, comme une vapeur qui émane de ce travail. Et ma foi, c'est tout à fait intéressant de voir cet ensemble qui nous transporte à partir de la sensation vraiment. Vous allez voir, en s'approchant, on est comme attiré par un flux de tâches. Alors justement, l'artiste, je crois, a utilisé près de 3000 bûches. C'est presque du pointillisme. Tout à fait, le lien est tout à fait intéressant. Effectivement, il travaille avec l'unité bûche qu'il a assemblée par milliers pour obtenir un ensemble, une grande impression, une forte impression de mouvement, ce fameux mouvement du vortex qu'il intéresse tant, qu'il a relevé tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, dans le corps humain comme dans le cosmos. Et c'est ça qu'il représente ici, son obsession pour le vortex, qui est un mouvement énergétique qui, dit-il, nous lie à la vie, nous lie au mouvement, à l'énergie. Merci Jean-Marc Barroso pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Je vous en prie, Grégory. Au plaisir, à bientôt. au revoir. Au revoir. Bah dites donc, c'était vraiment bien là, Grégory. On continue, on va où maintenant? On va au FRAC, au Fonds régional d'art contemporain, à Sotteville-les-Rouen. Ça y est, vous êtes là. Vous devez être contemporain. C'est drôle, non? Un peu de sérieux, Olivier. Water Diary, c'est un dialogue entre des vidéos d'artistes et des films amateurs. Véronique Souben, bonjour. Bonjour. On voit une jeune femme apeurée, crispée à l'idée de plonger. Alors elle saute ou elle saute pas? Ah bah ça c'est aux visiteurs de le découvrir, si elle plonge ou si elle ne plonge pas. Tout le film est d'ailleurs focalisé sur cette scène même, sur cette attente, sur ce passage à l'acte d'un protocole au début purement documentaire, puisque les acteurs ne sont pas des acteurs, ce sont des personnes qui jouent leur propre rôle. Johanna Billing y tient, c'est une artiste d'origine suédoise. Et ici, en fait, d'un film a priori documentaire ordinaire, on passe à une sorte de véritable fiction, puisque grâce à ces scènes de montage, le film montre cette attente du haut d'un plongeoir, accompagnée en même temps de scènes alentour, de gens qui observent dans le vide, qui observent la scène, et qui donnent, in fine, comme si ce film était l'extrait d'un long métrage. Et en quoi cette vidéo de l'artiste répond au film amateur qu'il y a juste derrière nous? Il est quasiment similaire. C'est-à-dire que le film de Bignon s'attache à filmer exactement le même type de scène, c'est-à-dire une scène balnéaire, une scène de loisirs, de détente en bord d'eau, en bord de Seine, plus exactement à Vernon. Sauf que dans le film de Bignon, c'est extrêmement radicalement différent dans la mesure où ce n'est pas une femme qui est filmée, mais des hommes qui plongent de manière frénétique et suivis dans l'eau. Alors finalement, quel est le dénominateur commun avec l'impressionnisme ? Le dénominateur commun, c'est bien sûr le loisir, la détente, ce que les impressionnistes ont été les premiers à retranscrire dans leurs œuvres pour s'émanciper de la peinture académique, de la peinture classique, des grandes scènes de genre, et puis surtout le héros moderne, comme le célébrait Baudelaire dans ses écrits, qui est en fait le personnage, l'homme du quotidien, l'homme, l'ouvrier, le travailleur, le promeneur, le héros ordinaire en fait. Et la jeune femme a sauté. On poursuit la visite ? Eh bien, on poursuit la visite. Véronique Souben, toutes les œuvres ici sont forcément reliées à l'impressionnisme? Alors fort heureusement non. Il y a par exemple cette vidéo de Edith de Kent qui, elle, nous ouvre les portes de l'abstraction puisqu'il s'agit toujours sur la thématique des loisirs et du travail. Ici, l'artiste travaille comme une véritable laborantine et elle va dissoudre comme ça, avec la rigueur scientifique, un cube d'encre de Chine qui, en se réchauffant dans l'eau, va se dissoudre dans une sorte de volute recouvrant totalement la surface de l'eau et par là même la surface de l'écran comme une sorte de all-over.
Vous dites abstraction, ça veut dire qu'on peut découvrir de nouveaux horizons. Alors c'est tout à fait le but de l'exposition, c'est partir de l'impressionnisme et à travers le film montrer qu'il y a d'autres courants esthétiques, d'autres réflexions qui sont aussi parties de là. Merci beaucoup Véronique. Véronique Souben, je suppose que c'est un honneur pour vous d'être associée à ce festival. Et c'est surtout aussi une dynamique d'associer l'art contemporain à un festival plutôt, je pense, fortement tourné vers le patrimonial, puisqu'il met à l'honneur 3 grands musées de la Haute et Basse Normandie, et puis de compléter, voilà, de rassembler tous les acteurs vifs et engagés de la région. L'invitation, elle a été lancée quand ? Oh là, il y a quelques temps déjà, il y a bien au moins 2 ans, je pense. La Normandie, est-ce qu'elle mérite son festival d'art contemporain au même titre que l'impressionniste? Parce qu'il y a en Normandie des influences extraordinaires comme Marcel Duchamp. Alors ce serait bien évidemment de très bon augure parce que le festival met en avant ce grand mouvement qui a été l'impressionnisme. Mais il ne faut pas oublier que la Haute-Normandie a été le berceau, la terre natale d'une des plus grandes figures de l'art, je dirais, moderne et contemporain qu'est Marcel Duchamp, qui est lui-même enterré sur les terres rouennaises et que souvent je pense que la région ou la ville de Rouen ne met pas forcément autant en avant. Vous militez pour ça alors? Je milite absolument pour ça. Je crois qu'elle n'est pas seule parce que je pense que Jérôme Clément aussi doit bien militer pour ça. Je le disais tout à l'heure, ça vous tenait vraiment à cœur ce travail des vidéastes au sein même de ce festival? Ah oui, bien sûr, enfin pas seulement des vidéastes, mais aussi des vidéastes, parce que l'impressionnisme c'est d'abord une rupture avec le passé, donc c'est un mouvement contemporain à son époque, enfin plus que contemporain, d'avant-garde. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des avant-gardes, il y a toujours des mouvements d'avenir qui arrivent. Et donc il faut garder cet esprit-là, il faut bien montrer que c'est une rupture par rapport au passé. Et donc on doit aussi montrer les ruptures d'aujourd'hui par rapport au passé d'hier. Le passé d'hier, il se trouve que c'est l'impressionnisme, mais c'est un esprit, un état d'esprit. Et donc s'intéresser à l'image, enfin moi en plus, vous savez que j'ai beaucoup travaillé dans le cinéma et je continue à travailler dans le cinéma et dans les questions de l'image. Et Arte aussi, ça m'a beaucoup intéressé de monter Arte Video Night, qui était une soirée justement pour montrer le travail des vidéastes. Et de même que là, j'ai tenu à ce qu'il y ait des films. Bon, il y aura le film de Jean Epstein, le film qui sera avec de la musique. Donc on mélange un peu tout, quoi. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. En même temps, il va falloir l'emmener aussi, ce grand public. Je pense au grand public qui n'a pas forcément l'habitude des musées, qui se rend, voilà, par exemple, au musée des Beaux-Arts de Rouen. Il va falloir aussi l'emmener jusqu'au FRAC. Ça, c'est un sacré pari aussi pour vous. Oui, mais le public est intelligent. Et moi, non, mais le public est intelligent, c'est-à-dire que le public est curieux. Et si on le prend, on lui explique, et qu'on on le confronte à des œuvres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, du passé ou de l'avenir ou d'aujourd'hui, je trouve que souvent les réactions sont très bonnes, sont intéressées. J'étais il y a 15 jours à Sète dans un musée d'art contemporain, et il y avait un monde fou. Même si les gens ne comprennent pas toujours, le public ne comprend pas toujours, ça l'intéresse, il se pose des questions. Or, au fond, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est se poser des questions, c'est avoir un regard curieux sur le monde, une ouverture, et être capable de s'interroger, de réfléchir, ou d'admirer simplement, ou d'être touché, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir cette démarche d'aller vers quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas. Et donc, le public suivra. Moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Moi non plus, je ne suis pas très inquiète. Alors je vous propose qu'on déguste le plat de résistance de Lucas. Vous me rappelez ce que c'est? C'est une carrelée avec des purées de l'ail et une jus en escargot. Eh bien régalez-vous, c'est offert. Offert par la maison. L'art est éphémère, d'accord, mais là je ne vois pas à quoi il peut servir. J'ai la sensation que tout ce que j'ai fait n'a guère d'utilité. Tout le monde a oublié, non? Regardez ça. C'est hideux. C'en est impressionnant. Le
l'œuvre de Claude Monet a indéniablement façonné l'impressionnisme. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Que reste-t-il de ce courant? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, toujours en compagnie de Jérôme Clément, mais aussi en compagnie de François Priseur. Lui est peintre, scénographe, et puis un galériste nous rejoindra également. Il s'appelle Antoine Bertrand. Ils étaient nombreux au XXe siècle à suivre ainsi les chefs de file Monet, Pissarro ou encore Sisley. Mais que sont devenus les peintres impressionnistes du XXIe siècle? Matériaux, approches, sujets, qu'est-ce qui a changé? Jean-Paul Lusseau et Sylvie François se sont rendus dans 2 ateliers. En mettre le moins possible, mais traduire. C'est une vraie alchimie, ce truc. J'ai des sujets classiques, mais j'essaie de réinventer mon métier, en fait. Comment peindre un arbre au XXIe siècle. Gauguin qui disait, quand un arbre, vous avez l'impression qu'il est bleu, faites-le bleu. Quand il a l'impression d'être rose, du rose. De l'impressionnisme, ils ont gardé l'engagement total du peintre dans son art. Pierre Godet a quitté une belle situation, comme on dit, pour vivre de sa peinture avec succès. Sa source, il la situe un peu après l'impressionnisme, mais le coup de tonnerre Monet vibre encore au bout de ses doigts. Sans l'apport de Claude Monet, pour le citer par exemple, le parcours de plein de peintres aurait été complètement différent et sûrement moins bon. Les nymphéas, les variations sur les nymphéas, ou tous les arbres qui tombent, ou les glycines et tout, il fallait les traduire, les glycines, autrement que d'une façon académique. Et là, vous avez affaire à du lourd, comme on dit. La touche libre, devenue convention bourgeoise, l'agace. Pour lui, l'impressionnisme est une liberté et non un confort. Par exemple, les ciels impressionnistes, comme on voit certains peintres encore continuer à faire ça, moi je ne peux pas supporter ça parce que c'est du rabâchis de nuages comme ça, cotonneux, comme on a fait déjà il y a 150 ans. Ce qui est détestable, c'est l'impressionnisme pépère qui continue à baratiner, à sortir les mêmes choses, quoi. Et ça, c'est parce qu'ils n'osent pas casser la baraque, quoi. Pierre Godet a choisi la ligne claire, proche de la BD, une peinture habillée de lumière, aux couleurs rugissantes, qui sentent le fauve dressé. La première fois que quelqu'un m'a dit oh, genre, on reconnaît votre peinture dès la première fois qu'on la voit, ça a été le compliment le plus formidable. Yves Crenne emploie le pastel, le papier, l'encre, l'eau, le brou de noix, tout quoi. Un tableau de Crenne travaille en profondeur. Le papier est en train de réagir, les fibres du papier vont ressortir, et puis il y a plein d'accidents, plein de trucs qui vont se créer. Je suis en train de faire quelque chose, mais qui aura une tête complètement différente une fois que ce sera terminé. Lui, c'est avant l'impressionnisme qu'il puise à ses prémices. Chez celui que Monet a reconnu comme son maître, Corot. Quand l'objet que l'on peint et celui qui le peint commencent à former un couple, Crenne peint l'air qui entoure le motif. Peindre ce qui se passe entre moi et le sujet aussi. Il n'y a pas que le sujet, mais il y a tout cet environnement. Il y a l'atmosphère qu'il y a autour d'un arbre. Si c'était uniquement une question de métier, on ferait que des beaux tableaux. Alors que dans une expo, on a 5 très bons tableaux, d'autres qui sont moyens, on ne sait pas pourquoi, mais on les accepte comme ça, c'est comme des gens, on les trouve pas beaux, puis après on les trouve beaux. Crenne, à l'instar des impressionnistes, vit sa peinture comme un voyage, mais à l'intérieur de lui-même. Il suffit pas de sortir d'un atelier, d'avoir été bien formé par ses maîtres pour faire ça, il faut dépasser, il faut se dépasser. Peindre un arbre au XXIe siècle. François Priseur, vous exposez actuellement à l'abbatiale Saint-Ouen une exposition labellisée Normandie impressionniste. Alors justement, la question que je me posais, c'est est-ce que l'impressionnisme est encore un art actuel ou est-ce que finalement c'est un peu de l'histoire ancienne ? Je pense que bien sûr que la peinture impressionniste a eu
des héritiers. L'héritage a duré jusqu'aux années 60. Mais je pense que la plupart des peintres modernes puis contemporains n'ont pas spécialement revendiqué l'impressionnisme comme héritage, mais des aspects de l'impressionnisme. Et un certain nombre d'entre eux ont fait référence à des singularités plutôt qu'à l'ensemble de l'impressionnisme. Par exemple, beaucoup de peintres modernes se sont référés à Cézanne, mais d'autres se sont référés à Manet. Et l'art contemporain doit beaucoup plus à Manet qu'il ne doit à Cézanne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maîtres sont encore une source d'inspiration pour les peintres du XXIe siècle? Oui, ou des aspects de leur travail. Manet, je vous dis par exemple, est encore une référence considérable pour l'art, y compris pour l'art minimal ou pour l'art conceptuel. Il fait encore référence, comme Cézanne a fait beaucoup référence pour l'art moderne. Antoine Bertrand, moi j'avais surtout une question pour vous aussi parce que on va un peu parler argent. Allons-y. Vous avez une galerie, vous, à Rouen. Oui. On connaît les valeurs sûres, hein, les Fréchons, les Pinchons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vend encore des impressionnistes? Alors, les impressionnistes, évidemment, ça se vend encore et c'est encore très prisé. Il y a 2 tableaux de Monet qui viennent de passer en salle des ventes ce mois-ci, qui ont dépassé les 10 millions d'euros pièce. Voilà, donc il y a encore un engouement phénoménal pour ces peintres aujourd'hui. Alors j'allais dire, en même temps, Monet, on ne se pose pas trop la question, mais pour les peintres un peu plus modestes, dirons-nous, est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on vend encore des tableaux aujourd'hui? Alors, les clients sont un peu différents qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que ce sont plus des connaisseurs et ils vont acheter un tableau qui va leur faire plaisir, où ils vont avoir une émotion, mais il y a aussi le côté placement en même temps. Voilà. Donc ils vont acheter un tableau plutôt haut de gamme, et les tableaux du même peintre un peu en dessous vont devenir compliqués à vendre. Justement, est-ce qu'il y a des nouveaux peintres qui émergent, plus particulièrement, qui plaisent au public en ce moment? Alors moi, dans les peintres que je fais, ce sont des peintres de l'école rouennaise, donc non, ça émerge plus parce que je m'arrête aux années 60, voilà. Mais dans la gamme des peintres que je fais, il n'y en a pas qui tombent en désuétude en fait. Voilà, ça reste à peu près au même niveau en ce moment. Et vos clients viennent de partout? Alors les clients sont essentiellement rouennais, normands et parisiens, voilà. Quelques étrangers, mais assez peu en fin de compte. Est-ce que finalement on peut dire, question à Jérôme Clément, que l'impressionnisme a encore de belles heures devant lui? Ou est-ce qu'aujourd'hui finalement la Normandie, il ne faudrait pas qu'elle reste un musée, qu'on parle d'une époque révolue sans que finalement ça évolue? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, pour compléter ce qui vient d'être dit, moi j'observe de très près le marché de l'art en salle des ventes. Il y a l'impressionnisme bat encore tous les records, enfin un petit peu moins maintenant que l'art contemporain, américain notamment, et un peu chinois aussi. Parce qu'il y a des effets. Oui, vous savez, l'art a toujours suivi l'économie. S'il y a eu une telle vogue en France à la fin du 19e, c'est parce que l'Europe, la France, l'Angleterre en particulier, étaient les pays les plus puissants du monde, ou en tout cas du monde occidental. Hein. Et l'argent était là, et l'économie était là, et Paris était la capitale des arts en particulier, mais pas seulement, un peu plus. C'est quand même la grande époque aussi, entre Haussmann et la construction de la Tour Eiffel, une expansion économique formidable. Donc l'art était là pour cette raison. Aujourd'hui, il s'est déplacé d'abord vers les États-Unis et surtout maintenant vers l'Asie. Mais l'impressionnisme reste un mouvement considérable dans la peinture, comme l'art abstrait plus tard, parce que c'est un changement complet par rapport à ce qui se faisait, changement dans la technique, hein, le tube en plein air qui permettait etc., changement dans les sujets, changement dans l'approche très différente de la réalité sociale, les plages, comme on le voit dans les tableaux de Boudin ou dans ceux qui sont exposés en ce moment au Havre, etc. Donc, tout ça, ça reste comme un des mouvements majeurs de l'art à la fin du XXe siècle. Alors aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas rester sur quelque chose qui a plus d'un siècle maintenant, un siècle et demi. Évidemment, on est passé à d'autres formes d'art, parce que la technique aussi a évolué. On parlait de la vidéo, par exemple, de l'image, bien entendu. Et puis l'art abstrait, même si on revient aussi à des formes de figuratif, tout ça change, quoi. Tout ça bouge beaucoup. Et ça bouge en plus de continents maintenant. Mais ça restera une référence majeure dans l'histoire de l'art et dans la peinture aujourd'hui. Rencontré par le grand public aussi. Pardon ? Rencontré par le grand public. Rencontré par le grand public parce que surtout on est très familiarisé avec les peintures de Monet, de Pissarro, de Van Gogh, etc. Enfin, de Cézanne, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, ça fait partie des fondamentaux de la peinture
classique aujourd'hui. Comme on pouvait dire autrefois que Poussin ou que Le Nain l'était, ou comme avant eux, le Quattrocento qui a aussi été une révolution par rapport à la religieux du Moyen-Âge, du XIVe. Voilà. Et ça reste un des moments où il y a eu une révolution qui accompagnait l'économie et les changements de son époque. Jérôme Clément, l'eau, c'était le thème cette année, c'est le thème cette année. Vous pensez à quel thème pour la prochaine édition ? Alors, d'abord, la première édition a été un succès. On attend de voir ce que sera la deuxième édition, si elle est un succès aussi, parce que c'est une énorme organisation de 700 projets, 52 expositions. Bon, c'est une mobilisation d'énergie considérable. Il faut que ça marche. Si ça marche, on se posera la question de la troisième édition. On n'a pas encore choisi le thème pour cette raison. Sans doute faudra-t-il un peu changer par rapport... on ne va pas reprendre l'eau. Le premier thème était plus général. Donc il peut y avoir plusieurs idées, soit sur les jardins, sur la campagne, soit sur les portraits, les familles. Voilà, tout ça est encore en discussion. Je pense qu'il faudra le décider vers la fin de l'année 2013-2014. Est-ce qu'on continue et quel thème on choisit? On y sera. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'est la fin de cette émission, la dernière de la saison, Émilie. Oui, et puis on voulait vraiment remercier toutes les équipes qui ont préparé, participé, travaillé à cette saison d'Enquête de région. Merci à toi, Grégory. Merci, Émilie. Et chose attendue, voilà, chose promise, chose due. Voici le dessert de Lucas. Le petit praliné à la fruit de passion et framboise. Et ben, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'on va l'engager pour l'année prochaine, Lucas. Merci. Bon, vous exagérez un peu. Émilie et Greg, Enquête de région existera en juin, mais c'est Gurvan Musset qui vous racontera quelques-unes des plus belles histoires du cyclisme dans l'ouest de la France. Et là, franchement, il fallait mieux faire ça avec des spécialistes de la petite reine. Et puis, ne partez surtout pas, chers téléspectateurs, à découvrir tout de suite sur France 3 Normandie, Jazz Club, présenté par Alex Dutil et Jean-Loup Jeannet. Et François, comment ça va, vous? Non, j'y arriverai jamais. Je suis raté, complètement raté. Bon, j'abandonne. Sinon, je vais y laisser un bras ou une oreille.